Bien, bonsoir. On attend encore Timothy Wamskate qui était sur Google Meet, donc il va arriver. Donc d'ici 2-3 minutes, mais nous démarrons sa conférence. Pam, pam, pam. Pensez à ouvrir aussi la messagerie, hein, donc conversation, discuter. Hein, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions et je les poserai à Timothy Wamskate dès qu'il sera là. Pensez à couper vos micros aussi. Bien, bien. Ah, alors, je vais déjà ouvrir. Bonjour Sad, bonjour tout le monde. On attend Timothy. Ah, voilà. Alors, Team Zoom, où est-ce qu'il est? Tiens, je vais passer et puis ressortir. Voilà. Pam, pam. Ah, ok, il me dit qu'il y a une mise à jour de Zoom, donc il va arriver dès que sa mise à jour sera terminée. Pensez à couper votre micro, ça c'est Rania, je vais le couper. Voilà. Ah non, c'est encore. Voilà. Ok, donc Zoom se lance, me dit-il. Donc il va arriver incessamment.
Ok, voilà, Timothy est là. Alors, voilà. Timothy, tu peux ouvrir ta caméra et ton micro. Alors, voilà. Voilà, il est là, ici, à ma gauche. Euh, je ne te vois pas encore, Tim, ni ne t'entends, mais tu es là, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. Oui, c'est normal que tu n'entendes rien, Moïse, parce qu'on ne dit encore rien. Donc, voilà. Voilà. Ah, bah, ok, ouais, je vois que ça t'est résolu. Timothy, tu es là, tu m'entends maintenant? Et tu peux ouvrir ton micro et ta caméra? Allô, allô. Ah, voilà. On Alors, m'entend. on t'entend, mais on ne te voit pas. Ouais, je n'arrive pas à mettre la Bonjour. caméra sur le Zoom. Je ne sais pas pourquoi. Euh, On va les sélectionner. La caméra est activée. tu n'as pas mis un petit papier devant par hasard? Absolument pas. Je ne fais pas ce genre de choses. Ok. Euh, tu as la caméra sur le côté, tu vois la caméra, il y a un petit chapeau sur le côté, un accent circonflexe. Vérifie que tu es sur la bonne caméra quand Bah, tu il y en a cliques que une. dessus, Ça qui est bizarre. parce que tu en as plusieurs probablement qui apparaissent. Alors là, j'en ai que une qui est sélectionnée. Pourtant, d'habitude, j'ai pas de problème avec ça pour le Zoom. Euh, peut-être relance tout à fait ton ordi, alors on attend encore quelques minutes et puis 2-3 minutes et puis voilà. Si Essayer tu de as dit relancer. qu'il y a une mise à jour, parfois il faut peut-être relancer l'ordi tout simplement. Ouais, je fais ça et je reviens tout de suite. Ok, tout de suite. Bon, encore un petit peu de patience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà à les mettre dans le chat, comme ça je pourrai les poser à Timothy quand il aura fini son exposé. Voilà, désolé pour le quelques minutes de retard. Hop, ça, voilà. Je vais peut-être me présenter en attendant pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Yves Fremen, je suis formateur, superviseur, je suis spécialisé dans les traumas complexes, les blessures d'attachement. Et je collabore avec les SPEC et le SNM de Nawal El Fassi. Je viens au Maroc régulièrement donner des cours plutôt sur des techniques qui s'occupent des traumas, la psychothérapie, la relation d'aide. À peu près tous les 2 mois, une quinzaine de jours. Je reviendrai du 15 juillet au 30 juillet à peu près, ou du 16 au 30. Et donc vous pouvez toujours visiter le site, hein, je vais mettre dans le chat, vous avez www.esppec.com. Il y a également toute une série de conférences gratuites qui sont données dans les jours qui viennent. Je pense que c'est samedi à midi la première pour vous. Et voilà, et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me joindre via mon mail, je vais aussi vous l'indiquer. Et voilà, et donc nous avons pensé à inviter Timothy Wamsgate parce que nous habitons près l'un de l'autre. Donc moi je suis belge mais j'habite à côté de Strasbourg et Timothy a son cabinet pas très loin. Il est spécialisé, il suit des sportifs de très haut niveau, notamment champion du monde de MMA. Et il est un des rares formateurs en DBAC. Donc il n'y en a pas beaucoup et il a été pressenti pour continuer à donner ses cours par le fondateur de la technique.
Et donc, voilà. Et donc, on s'est dit, et j'ai proposé à Noël de vous faire une conférence avec Timothy pour que vous explique un petit peu comment il travaille. Et c'est assez extraordinaire. J'ai eu l'occasion de, de, on va dire, de l'utiliser moi-même comme thérapeute suite à des blessures. Et c'était assez étonnant en termes de tests musculaires, en termes d'approche, notamment des douleurs qui ont disparu quasiment d'un seul coup pour certaines choses. Voilà, Timothy rentre dans le room, donc nous devrions démarrer incessamment. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans le discuter. Pensez à couper vos micros si c'est possible. Voilà, donc Actim, je t'ai coupé le micro. Voilà, si vous préférez poser vos questions de façon orale, n'hésitez pas. Alors je vois que Moaz, tu avais quelque chose à demander ou c'est... Non, je suis avec toi, avec le chat. Je vais communiquer avec toi en chat. Ah J'ai d'accord, communiqué avec le micro pour ne pas déranger les autres et pour ne pas faire d'accord. distraction du cours. Ok, Merci beaucoup, monsieur, pour ça la va pas. présence. Merci. Alors, Tim, tu es là maintenant? Je t'ai vu rentrer. Où est-ce que tu es? Oui, Timothy, je te vois. Enfin, en tout cas, où est-ce que tu... Ah, ici. Je vais t'épingler. Euh, Alors, ça n'a pas fonctionné pour la vidéo, mais je me demande si c'est pas toi qui as le pouvoir d'activer ou désactiver les caméras. non, bah, moi j'ai coupé personne, donc au contraire. Donc, attends, je veux bien vérifier où tu es. Ici. Non, chez moi ta caméra est ouverte. Donc, Chez moi, elle est attends, ouverte aussi. attends, je vais arrêter la vidéo de ton côté. Essaye un peu de ton côté de la relancer. Vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo parce que l'animateur l'a arrêté. Alors maintenant, je l'ouvre. Demander à démarrer la vidéo, voilà. Démarrer ma vidéo. Ça me met caméra activée, mais ça ne marche pas. Pourtant, sur Google Meet, avant, j'avais la caméra active. Ça fait trop Ah, bizarre. mais alors c'est qu'elle est, c'est que dans tes, va regarder sur ton ordinateur dans les paramètres, c'est qu'elle est encore sur Google Meet et il faut certainement la changer parce que j'ai déjà eu la blague. Donc tu vas aller dans Ah. paramètres vidéo et puis normalement tu vas devoir la modifier. Fermer les applications. Utiliser déjà l'appareil photo. Ah. Ouais, effectivement, j'ai un code d'erreur. Bon, je vais la désactiver là. Parce que là, non, effectivement. Ok, d'accord. C'est parce que je suis encore là-dessus, en fait. Laisse Voilà. tomber. Hmm. Là, on est bon. Ah, 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 sauf incroyable. que Oh, tu es à par contre. l'envers. Tu es en Chine, donc si je comprends bien, tu es en Chine, c'est Oui, intéressant. la chauve-souris, on peut voir ça comme ça également. D'accord. Excellent. On va aller sur les paramètres. Ah, bah, c'est quoi cette histoire? On va la pivoter, hein. Et si tu retournes tout bêtement ton appareil, non, ça va pas le remettre dans l'autre sens. Ah, non. Non, non. Non, non, mais je peux la faire pivoter normalement. Ça serait mieux. Tac, dans les avancées. Ouais, parce que là, sinon, vous allez être malade très rapidement. Ça fait un peu bizarre. Pourquoi est-ce que j'ai... Ah, voilà. Ok. Ah, ça y est, j'ai trouvé le bouton magique. Voilà. Voilà, Magnifique. Parfait. merveilleux. On est bon. Bon, désolé tout le monde pour le petit retard dû à des problèmes logistiques zoomiesques. Bon, ben comme ça, la prochaine fois, on ne les aura plus. Donc, Exactement. bonsoir Timothy. Donc, voilà. Donc, À tous. je vais peut-être te laisser te présenter un petit peu et nous dire aussi un peu ce dont tu vas nous parler ce soir. J'ai quelques questions à te poser, mais on va un petit peu déjà démarrer comme ça. Donc voilà, je te mets dans le bain. Donc qui es-tu? Donc
En gros, quel est ton parcours et voilà, de quoi as-tu envie de nous parler ce soir et quoi nous présenter? Alors, moi, je suis Timothy Famscheit, je suis chiropracteur depuis 2019 et DIBAC depuis l'année dernière. Donc, DIBAC, c'est le diplôme international du bord de kinésiologie appliquée. Moi, j'ai été, on va dire, bercé par les sciences et la médecine. J'ai un père qui est vétérinaire, qui a fait des études d'ostéopathie animale par la suite. J'ai une autre sœur qui est chiropraticienne. J'ai une sœur qui est naturopathe. Né un petit peu dans le monde médical, on va dire. Et j'ai été passionné très tôt par tout ce qui a trait au corps humain et j'ai envie de dire même à la matière en général. J'ai beaucoup étudié aussi la physique quantique, par exemple, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer euh, au niveau vraiment très microscopique dans nos systèmes. Et j'ai découvert du coup la chiropraxie à l'âge de 14 ans, alors que j'étais handicapé du coup de droit. J'avais une tendinite calcifiante. On m'a dit que si jamais je voulais récupérer un tant soit peu, je devais subir une opération et je ne récupérais que 55% de mon bras. Ok. 55%, c'est pas beaucoup. Surtout pas quand on a 14 ans, qu'on a des rêves plein la tête, qu'on est très sportif. À l'époque, j'étais en pôle France de tennis et de judo. Je faisais 21 heures de sport par semaine et je voyais un peu s'envoler tous mes rêves de carrière sportive professionnelle. Et là, c'est l'ex-mari de ma sœur qui était chiropracteur, qui pratiquait la même technique que j'enseigne à l'heure actuelle, qui m'a fait une séance, tout simplement. Et j'ai vu une amélioration instantanée de plusieurs dizaines de degrés sur mon coude qui, pour moi, était gelé et ne bougerait plus jamais. Et avec des explications tout à fait logiques de qu'est-ce qu'il était en train de faire, pourquoi est-ce qu'il le faisait, et puis surtout, pourquoi ça s'est mis en place, en fait. Parce que dire, on a une problématique. D'accord? C'est intéressant. Fort bien. Pourquoi est-ce que cette problématique est née en fait? Et du coup, cette personne m'a donné en fait vraiment l'envie de m'intéresser au mystère du corps, apprendre à faire un peu Sherlock Holmes avec les patients et essayer de trouver quelles sont les causes du coup primaires des problématiques. Donc, je me suis lancé dans la chiropraxie par la suite et depuis, bah, je n'ai de cesse que faire des formations en biochimie, en neurologie fonctionnelle, etc., afin de parfaire mes connaissances et toujours de chercher à comprendre. Les plus grandes questions, du coup, de la santé, c'est le pourquoi. Pourquoi il y a ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on réagit comme ça? Parce que toi, tu dois avoir beaucoup en psychologie dans ta pratique aussi. Répondre au pourquoi. Quels sont les besoins du système pour pouvoir fonctionner mieux? Ok. Donc de fait. Et donc, que- en gros, c'est comment tu définirais la chiropraxie par rapport à la kinésio appliquée? Quels sont les points communs, les différences? En gros, qu'est-ce qui t'a amené de l'un à l'autre aussi, tout simplement? Alors, faut déjà effectivement établir un contexte et expliquer ce que c'est la chiropraxie en premier. Alors, la chiropraxie, c'est une thérapeutique manuelle qui a été créée en 1895, ça date déjà un peu, par David Didier Palmer aux États-Unis. Où en gros, pour la petite histoire, lui, J. Taylor Steele, qui est l'inventeur de l'ostéopathie, avait le même maître à penser qui s'appelait Mesmer et qui n'était pas hypnotiseur, mais magnétiseur à l'époque, dans ce qu'on appelait la période aux États-Unis de l'héroïque médecine du Far West, ça s'appelait comme ça, avec toutes les épidémies qu'il y avait eu de vaches folles et autres, et avec les magnétiseurs qui avaient le vent en poupe. Et du coup, l'inventeur de l'ostéopathie et de la chiropraxie avait eu le même maître à penser et ont derrière fait des expériences, on va dire, et vu que des manipulations vertébrales pouvaient avoir des effets euh, vraiment très importants sur leurs patients. Pour la petite histoire, David Didier Palmer, la première manipulation qu'il a faite de sa vie, c'était sur son concierge, qui était sourd, du coup. Et c'était une surdité qui a été de naissance, pour le coup. C'était pas une surdité acquise par la suite. Alors, pour rappeler le contexte, on est en 1895, on n'a pas beaucoup d'accès à des examens médicaux, hein. Il n'y a pas de prise de sang, il y a pas plein de choses qu'on a à l'heure actuelle, hein. Et en gros, il a regardé son concierge, il a vu qu'il avait un blocage au niveau de la région haute cervicale, et en pratiquant une manipulation dessus, et là, son concierge a retrouvé l'ouïe. Et là, il s'est dit, ah, ça c'est intéressant. Peut-être qu'il faut que je cherche un peu qu'est-ce que ça fait sur d'autres endroits du corps. Et Steele, de son côté avec l'ostéopathie, a fait la même chose, mais avec une manipulation lombaire sur une patiente qui souffrait de constipation chronique. Et, en gros, chacun a un peu développé de son côté
ces techniques, mais les principes philosophiques de l'une et l'autre technique et la façon de penser sont très proches. En ostéopathie, on va surtout parler des compartiments liquidiens, notamment ce qu'on appelle la loi de l'artère. L'ostéopathie, c'est aussi une thérapeutique holistique, hein, qui fait attention à l'intégralité du système du corps humain. Globalement, un ostéopathe va partir du principe, dans les grandes lignes, hein, comme je dis, ça c'est les préceptes du 19e siècle, hein, ça a un peu évolué depuis le temps, mais pour avoir le contexte historique, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le présent. Donc, globalement, un ostéopathe va penser que une cellule, peu importe où elle est, si c'est une cellule ligamentaire, une cellule du foie, une cellule neuronale, peu importe, une cellule a besoin de nutriments pour fonctionner correctement. Et du coup, il a besoin d'avoir un bon apport sanguin pour ce faire. Il parle de la loi de l'artère. Ils vont chercher à débloquer des endroits où il y a des stases liquidiennes, un problème de circulation artério-veineuse ou lymphatique. Là où en chiropraxie, on s'intéressait plutôt au système nerveux et on parle plutôt de la loi du nerf. Donc nous, on part du principe que chaque cellule, pour fonctionner, a besoin d'avoir une bonne information pour savoir quoi faire. Et elle a besoin, elle aussi, de pouvoir donner un bon feedback au système nerveux. Parce que les artères et les nerfs se suivent partout dans le système et que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Ce sont deux thérapeutiques holistiques qui se ressemblent. Les petites différences vont faire surtout dans l'analyse, on va dire, du corps, un peu le vocabulaire employé et quoi faire. Donc en chiropratie, on va s'intéresser beaucoup au système nerveux. Là où ça me permet de bifurquer sur la kinésiologie appliquée, c'est que vous n'êtes pas qu'un système nerveux, vous n'êtes pas qu'un système artério-veineux, vous êtes bien plus que ça. Vous êtes plus même que des êtres de chair et de sang. Et la kinésiologie appliquée m'a apporté en tout cas ce qui me manquait dans la simple, avec des gros guillemets, pratique de la chiropraxie. En gros, la kinésiologie appliquée, c'est une technique, du coup, qui n'est pas que ouverte aux chiropracteurs, mais qui est ouverte à tous les professionnels de santé, mais qui a été créée par un chiropracteur. Le docteur Georges Goudart, en 1964, qui était un génie, clairement. C'est un monsieur qui a étudié jusqu'à la fin de sa vie. Vraiment, même la veille de son décès, il bouquinait encore 2 heures des revues scientifiques sur son bureau. L'intelligence de ce monsieur, ça a été de se dire, OK, je viens du cursus chiropratique, je comprends des choses au niveau du système nerveux et mécanique, je vais étudier des concepts d'ostéopathie. Il a étudié système lymphatique, artère veineux, etc. Je vais étudier la biochimie. Il s'est énormément formé à l'époque sur tout ce qui était les premières découvertes qu'on avait. Donc, comme dit, ça c'est 1964. Hein. C'est encore des connaissances différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Dès que quelqu'un faisait une découverte sur le champ de la médecine, en fait, il appelait cette personne. Il envoyait un fax, parce qu'à l'époque, on avait des fax encore. Et il cherchait à la côtoyer, à comprendre comment est-ce que cette personne avait découvert tel ou tel concept, tel ou tel enzyme, tel ou tel lien, du coup, biochimique ou mécanique neurologique. Et il cherchait à l'appliquer à sa pratique. Il a également étudié la médecine chinoise. Donc, il a étudié à peu près tout ce qui est possible d'étudier. Il s'est dit, OK, c'est super. Je sais plein de choses. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Vous avez un patient qui vient vous voir. Je dis une bêtise, voilà. Il a mal à l'épaule sur l'avant d'épaule. D'accord. Est-ce que du coup, là, je vais y aller d'un point de vue chiropratique et je vais me dire qu'il faut faire une manipulation sur son épaule? Est-ce que je vais aller d'un point de vue physiothérapie? Il faut que j'équilibre les muscles de son épaule pour que ça aille mieux. Est-ce que je vais y aller d'un point de vue ostéopathique? Il faut que je débloque le passage de l'artère et le système lymphatique à cet endroit-là. Est-ce qu'il faut que je traite le méridien du poumon dans le point d'alarme et à l'avant de l'épaule? Qu'est-ce que je fais en fait avec toutes ces connaissances? Et là, il a eu une idée géniale, c'était de tester le système de ses patients pour voir qu'est-ce qui modifiait les différents paramètres qu'il prenait en compte. Donc, c'est là qu'il a utilisé pour la première fois les outils du testing musculaire. Donc, c'est pas le testing musculaire comme on le voit en neurologie. En neurologie, le testing musculaire est gradué de 0 à 5, 0 étant une absence de contraction, qu'on peut appeler une paralysie en somme, et 5, c'est une contraction correcte avec vecteur de force, une bonne résistance. En kinésiologie appliquée, on mesure pas la force maximale des gens, on mesure la capacité d'adaptation du système nerveux à un stimulus. Ce n'est pas du tout la même chose, pour le coup. Sauf que pour citer Dr. George Dart, don't prove muscle testing with muscle testing, on ne prouve pas un test musculaire par un test musculaire. C'est-à-dire que si vous dites à votre patient, ah, bah, ton deltoïde moyen ne fonctionne pas, te fait des petits trucs, clac, 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 ton deltoïde moyen refonctionne. Dans votre patient, ça ne veut rien dire pour lui. Même d'un point de vue clinique, si le test a été pour X ou Y raison fausse et de base, ce n'est pas bon non plus.
Donc c'est là que les paramètres rentrent en compte. Les paramètres en général qu'on prend, ça va être les points de douleur, ce qu'on appelle les pain points, hein, pour le coup. Ben, on appuie sur l'endroit où la personne avait mal. Est-ce qu'elle a moins mal à la fin du traitement ou après les stimulations? Ça donne du coup une puissance clinique diagnostique à qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que l'amplitude de mouvement change? Le patient était bloqué, par exemple, à 130 degrés d'abduction du bras, et d'un coup, hop, il arrive à aller au maximum, ben, on a un changement. Ok. On peut faire ça avec des tests éventuellement neurologiques. Il n'y a pas de limite, en fait. Moi, par exemple, en cabinet, je fais souvent des mesures de spirométrie, des mesures de tension et les évaluations neuro pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, la kinésiologie, c'est, on va dire, une technique global, holistique, qui prend plein de choses en compte et qui va permettre de trouver quelle est la priorité du système à travailler. Et c'est en ça que c'est une technique qui m'a intéressé et qui m'a permis de m'épanouir dans mon métier. Ok. Je pense que tu m'avais parlé aussi de... Ah oui, je vois, le son n'est pas très clair. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu sourd quand tu parles. Donc, regarde si Peut-être tu qu'il peux... y a un peu d'écho. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être que tu peux regarder avec ton micro, il y a moyen de couper des... Alors C'est là, je peut-être suis tendu. en écouteur directement, Oui. en écouteur micro, mais peut-être qu'en changeant de pièce, je vous amène avec moi, peut-être qu'en changeant de pièce, ça sera mieux. Parce que là, déjà, tu peux me dire si c'est mieux. Ça a l'air un peu mieux, effectivement. On entend un peu mieux ta voix, c'est un peu plus clair. Ouais, je suis en train de monter là. Est-ce que là, du coup, vous m'entendez de façon plus claire? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'on peut avoir un feedback dans le chat, s'il vous Ah oui, plaît? oui, c'est mieux. Oui, c'est un peu mieux. Oui, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment mieux. Mais bon, mais sinon, tu peux regarder aussi, éventuellement, au niveau du micro, il y a peut-être des bruits de fond à éliminer. Rania, il faut... il y a- Attends, je coupe le micro de Rania parce que je ne sais pas pourquoi elle l'a allumé. Voilà. Éventuellement voir si avec le micro de l'ordinateur, ça marche mieux plutôt que celui que j'ai là. Donc, micro, on va voir. Est-ce que ça, c'est mieux pour vous ou pas? Euh, il est plus faible, mais tu es plus clair. Reparle un peu. Alors, je vais voir si je peux pas Oui, ça augmenter. c'est mieux. Non, ça c'est mieux. Ça c'est mieux, voilà. Donc, c'est mieux avec celui De l'ordi. directement. Ouais. Pardon. Le son est à fond. En tout cas, je peux pas l'augmenter plus que ça, mais je vais essayer de parler un peu plus fort. C'est pas grave, de façon claire. Non, mais c'est bien. Comme ça, on t'entend mieux. Voilà. Merveilleux. Ok. Voilà. Donc, dans les questions, tu m'avais parlé aussi de ce qu'on appelait le triangle de la santé. Donc, qu'est-ce que tu entends par le triangle de la santé? Alors, le triangle de la santé, c'est un concept chiropratique qui passe en fond de la caisse. Un concept chiropratique qui, en gros, définit l'interdépendance des différents piliers de la santé. Donc, c'est un triangle interdépendant où chacun des côtés du triangle va être vraiment un des piliers de la santé. Vous allez avoir l'aspect chimique, pour le coup, l'aspect mécanique et l'aspect émotionnel. Donc, ce triangle interdépendant, il veut dire quoi? Il veut dire que si vous avez une dysfonction sur un des plans du triangle, les autres portions du triangle sont affectées par cette portion. Donc, par exemple, si vous avez une dépression, pour le coup, pour parler un peu au niveau émotionnel, vous allez avoir des choses au niveau chimique qui se passent. Parce que votre système nerveux, système limbique ne donne plus les bonnes informations à vos organes. Vous allez avoir en général une insuffisance surrénalienne qui va en sortir. Potentiellement chez les femmes, des troubles menstruels qui vont en sortir, des troubles de la libido ou de l'érection chez les hommes. Vous allez avoir très certainement de la rétention d'eau par l'aldostérone qui va se mettre en place également. Ça, c'est pour l'aspect chimique. On parle de quelque chose d'émotionnel.
Là, on a des choses qui se passent dans le chimique. Si vous êtes déprimé, qu'est-ce qui se passe au niveau mécanique? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de déprimé, hop, qui se tient bien droit, ouvert comme ça? Non. Quelqu'un de déprimé, il est renfermé, il se tient comme ça. Donc le fait que mécaniquement, son langage corporel, ses émotions ne soient pas bonnes, il va avoir une attitude posturale qui va être différente et qui va créer des désordres mécaniques, du coup, sur le long terme. Donc c'est ça le triangle de la santé, c'est l'interdépendance des différents piliers de la santé, et ce qui nous permet un petit peu de comprendre qu'est-ce qui se passe avec nos patients et pourquoi de temps en temps on a l'impression qu'il y a tout qui est de travers. On peut se dire, ah non, mais ce patient, ah, il a une sciatique, et en plus, il a une maladie auto-immune, et en plus, il a fait une dépression il y a 6 mois, et en plus ceci, en plus cela. Mais en fait, tout ça, c'est lié. Et c'est ça ce qui est intéressant avec l'outil de la kinésiologie appliquée, c'est de pouvoir voir dans tous ces liens, quelle est la priorité, quel est le levier sur lequel on va pouvoir appuyer pour être le plus efficace et avoir le plus de modification, du coup, des paramètres de votre patient et de sa santé, quoi. Dans ce que tu as montré, c'est intéressant parce que tu vois, cette posture d'épaule rentrée, Mhm. qui peut aussi se traduire par une démarche un peu raide, hein, des genoux verrouillés, c'est aussi en lien avec un réflexe archaïque qu'on appelle le réflexe de protection. Et c'est assez logique. Tout à Si fait. tu es déprimé, tu es pas bien, et donc tu te remets en boule comme le réflexe de protection. Et ça peut se redéclencher suite à un trauma ou des choses de genre. Donc on voit bien le- on va dire l'association ou le côté Exact. intégratif des différentes approches. Donc c'est intéressant. Tu parlais aussi. Ah, moi, tu as levé la main. C'était une question? Je vois Lydie qui passe et qui Oui, repasse. enchanté, monsieur Chimonti, enchanté, monsieur. Votre nom, monsieur, ça, vous C'est m'appelez comment? femme Yves. shite. Et moi, Comment? c'est Yves. Yves. Le- Comme il a dit monsieur Chimonti, exactement, le comportement d'être humain a beaucoup de choses en relation comme le triangle qu'il a dit, de la santé, l'aspect chimique, le sentimental et la mécanique. Apparemment, pour la posture aussi, ça donne aussi tu vois le personne, tu peux le juger dans sa posture ou de son comportement. Exactement. C'est ça, qu'est-ce qu'elle a dit, monsieur Chimot. Exactement, c'est ça. Oui. Est-ce que tu avais une question, Moaz? Ou, ou tu voulais juste... J'aimerais bien comment il s'appelle ça dans la psychologie cognitive. Comment il s'appelle ça, la chose. Synergologie et morphopsychologie. Comment il s'appelle, monsieur? Morphopsychologie, ça c'est l'étude en gros du visage, des traits d'une personne pour voir comment est-ce qu'elle fonctionne. Et la synergologie, c'est l'étude de comment est-ce que elle agit, comment est-ce qu'elle se tient, comment est-ce qu'elle bouge, comment elle va vous serrer la main, vous dire bonjour, etc. Et ça nous donne des idées de quel est son état mental, qu'est-ce qu'elle pense vraiment. C'est pour ça, il y a des livres assez géniaux dessus qui caricaturent beaucoup des politiques d'ailleurs, parce qu'il y a énormément d'exemples en politique de jeux comme ça, on va dire, d'émotions, parce que ils se cachent bien de dire ce qu'ils pensent vraiment à certains moments, pour bien évidemment ne pas froisser la personne en face, ne pas faire de scandale et autres. Et du coup, c'est cette science du mouvement, on va dire, en tout cas de l'étude émotionnelle du mouvement, c'est la synergologie pour le coup. C'est ce que pratiquent les mentalistes hein, et les Et des, magiciens. Hein. et des micro-mouvements aussi, hein, par exemple. Euh, Exactement. sur, sur- Merci beaucoup, monsieur Kimochi. sur Avec le plaisir. site, je vais le mettre dans le chat. Donc, il y a un cours de micro-mouvement, donc donc c'est ça, voilà. Sur ce site-là, il y a un cours qui est donné par un psychologue euh, Dédé, donc André, qui explique les micro-mouvements. Donc effectivement, on voit les micro-mouvements du visage, et c'est un cours de base. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site, il y a un module qui vous montre ça, c'est quelques heures de vidéo qui est disponible. Voilà. Ok Tim. Donc si on revient à ta conférence, ou en tout cas, donc tu as parlé de ce triangle. Euh, donc en gros, bon, tu as un petit peu expliqué, je pense déjà, hein, comment une dysfonction mécanique peut affecter nos émotions, notre psyché, notre biochimie inversement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir par rapport à ça, ou qu'est-ce que tu voulais nous partager encore par rapport à ça?
Ouais. Il y a une métaphore que je donne dans mes formations que je trouve qui marche très bien. C'est ce que j'appelle la métaphore de l'électricien. En général, c'est quelque chose qui parle pas mal. On a tous eu déjà un souci électrique à la maison. Alors, quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir, peu importe votre métier, hein, vous soyez naturopathe, kinésithérapeute, psychologue, peu importe. Personne vient vous voir, elle dit voilà, ma problématique, c'est ça. Donc, elle vous exprime du coup, on va dire, une demande ou une plainte. En tout cas, il y a quelque chose qu'elle aimerait que ça change. Ça, on va dire que c'est l'ampoule. Admettons, voilà, j'ai euh, j'ai des problématiques, par exemple, au niveau digestif, j'ai régulièrement mal au ventre, une alternance de diarrhée et constipation. Ok. Donc lui, il a envie qu'on allume l'ampoule sur diarrhée et constipation et qu'on fasse en sorte qu'il n'ait plus diarrhée et constipation. Alors de temps en temps, c'est l'ampoule en elle-même qui a un problème. Donc de temps en temps, ça peut être du coup son intestin qui a un problème, pour le coup. On peut adresser. Ça peut être aussi l'endroit où on fixe l'ampoule. Ok? Donc là, pour le coup, ça peut être quelque chose qui se branche sur l'intestin, potentiellement l'estomac, le foie, le pancréas, peu importe. Quelque chose comme ça. Ça peut être le fil qui va du coup du tableau électrique jusqu'à l'ampoule. Dans ce cas-là, on est plutôt sur le système nerveux, par exemple, qui fait que ça fonctionne pas. On peut avoir un problème directement sur le tableau électrique. Donc là, on est plutôt au niveau du système nerveux central. Vraiment le cerveau, la moelle épinière, pour le coup. Mais on peut aussi avoir potentiellement quelque chose dans la même pièce qui fait une surcharge, qui fait que quand on branche cette ampoule-là, les plombs, ils sautent. Dans ce cas-là, c'est autre chose qui est dans le même système qui peut faire sauter les plombs. Donc là, par exemple, ça peut être un autre organe ou ça peut être une partie spécifique de son intestin, ça peut être un micro-organisme quelconque, une candidose ou autre qui s'est infiltré dedans et qui met un peu le bazar. Mais ça peut être aussi quelque chose dans une autre pièce qui fait sauter les plombs aussi quand il y a une surcharge. Et donc ça peut être quelque chose de complètement autre. Par exemple, pour reprendre cet exemple de l'intestin, d'accord, il y a une alternance diarrhée-constipation. Si en fait la personne n'avait pas vécu un choc émotionnel qui faisait que derrière son corps compensait en faisant ça. Par exemple, pour le coup. Donc là on est dans une autre pièce, pour le coup. Mais toutes les pièces sont liées dans tous les cas. Ça reste la même maison, d'accord? Le même hôte, on va dire ça comme ça. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de avoir des techniques, avoir des protocoles d'analyse, des façons de réfléchir pour se dire qu'est-ce qui, entre l'ampoule, l'endroit où on la branche, le fil, le tableau central, tous les autres trucs dans la pièce et les éléments dans les autres pièces, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas correctement? Et c'est en ça, du coup, que c'est intéressant le concept de la triangle de la santé. Et on peut creuser dans le triangle, hein, comme dit, hein, pour voir vraiment toutes les différentes facettes. Et ça, c'est dépendant de vos connaissances, pour le coup. C'est plus vous emmagasinez de connaissances, plus vous pouvez aller loin, plus vous pouvez chercher vraiment des causes différentes et variables. Donc, si je reprends ce que je disais au début avec les différents paramètres qu'on mesure, amplitude de mouvement, point de douleur, test neurologique, etc. C'est grâce à ces paramètres-là de base que vous avez au début de votre soin que vous allez pouvoir avoir la meilleure idée de qu'est-ce qui est prioritaire et de qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc, par exemple, mon truc d'intestin, si je fais des points de pression sur des vertèbres qui innervent du coup au niveau lombaire le gros intestin, et que la personne, quand j'appuie sur son ventre, elle me dit, bah, j'ai mal pareil, bah, je vais pas m'attarder là-dessus. C'est pas là qu'est le problème. Par contre, si je lui fais des techniques, par exemple, de tapping, des points émotionnels ou avoir des pensées spécifiques, et que là, elle me dit, ah, bah là, quand vous appuyez, j'ai moins mal à mon ventre. Penser où est la problématique principale et où est la cause. Et c'est ça ce qui est intéressant en kinésiologie appliquée, c'est de trouver cette cause, de pouvoir l'évaluer avec des outils qui sont relativement simples à mettre en place et qui surtout ont du sens et sont visibles pour le coup et qui peuvent être vraiment perçus par votre patient. Parce que comme dit, dire à votre patient, ah bah votre analyse sanguine elle est mieux, ben lui, ça lui fait pas grand-chose. Sauf s'il est médecin et que ça l'intéresse. Il dit, ah ok, par contre, si votre patient il dit, bah là, je dors mieux, là j'ai plus d'énergie, là je sens que je suis plus efficace quand je travaille, là je sens que j'ai plus de coups de blues, je gère mieux mes émotions, là j'ai beaucoup moins de douleur, là j'arrive à faire telle chose que je n'arrive pas à faire avant. Bah ça, pour le coup, c'est vraiment la santé, c'est vraiment à ça qu'on veut arriver avec nos patients.
Ok. Et donc, si j'analyse ça, donc si j'ai bien compris les techniques que tu utilises, comment est-ce que tu peux analyser le système biochimique? Bon, le système émotionnel, ça c'est plutôt ma partie, mais comment est-ce que tu peux analyser le système biochimique sans faire d'analyse particulière? Comment ça Alors fonctionne? pour le coup, ça c'est très intéressant comme question. Alors il y a déjà des tests en fonction de certains systèmes, on va dire, qui sont normés dans la littérature scientifique. Par exemple, si vous voulez regarder le système adrénergique en rapport avec l'adrénaline de votre patient et donc le système surrénalien, vous pouvez travailler ce qu'on appelle les réflexes pupillaires. Donc c'est des petits tests, hein, où vous allez cacher un œil. Normalement, la pupille doit du coup changer de taille, vous la réclairer, voir si ça change, etc. Si le patient a du mal à avoir du coup une bonne constriction, une bonne dilatation de sa pupille, on sait que son système adrénergique ne fonctionne pas bien. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des tests de pH tout simplement pour la langue, des tests au bicarbonate, des tests à l'acide chlorhydrique pour le système digestif, des tests urinaires où ça, juste vous prenez une bandelette, vous pouvez l'avoir à la maison. Oui, Je peux peut-être témoigner de quelque chose qui m'avait moi scié en tant que patient. tout Donc à fait. l'année passée, enfin, j'avais fait une chute, j'avais eu un arrachement de la malléole, et donc je faisais de la kiné, etc. Mais j'avais vraiment une douleur permanente. Et je me rappelle avoir été chez toi. Bon, tu m'as remis un peu ma colonne vertébrale un peu en ordre parce qu'elle était un petit peu en compensation. Mais je me rappelle que au niveau de la douleur, tu m'as fait un test, tu m'as posé un produit sur la langue et instantanément la douleur a disparu. Et puis tu m'as fait un autre test avec un autre produit, je sais plus ce que c'était pas très bon au goût, mais une autre douleur qui était présente dans le corps a également quasiment complètement disparu. Donc c'est ce type de test-là dont tu parles. Ouais, alors ça, c'est un peu particulier, ce qu'on appelle un test neurogustatif. Ok, Euh, c'est pas quelque chose qui est admis dans la communauté scientifique, mais il y a de la littérature à ce sujet depuis la Deuxième Guerre mondiale. ok, Le principe, en gros, c'est notre bouche a énormément de récepteurs et ça nous a permis de ne pas tous mourir en tribu en mangeant la même baie empoisonnée. On a une discrimination vraiment très précise au niveau du goût. Et il y a des études qui ont montré en gros, et ça par exemple c'est utilisé chez les sportifs pros, euh, que le fait d'avoir une molécule différente dans la bouche, donc juste dans la bouche, hein, pas dans la gorge, pas avalée, vraiment au contact des papilles gustatives, va stimuler les zones du cerveau qui de base sont dédiées à là où cette molécule doit aller. Donc, par exemple, là, un truc qui est très utilisé chez les sportifs de niveau, c'est ce qu'ils appellent le mouth racing. En gros, vous faites faire un effort particulier à un sportif que vous mesurez, un saut en longueur, un saut en hauteur, un nombre de répétitions, une charge maximale, peu importe, et vous lui rincez la bouche avec un complexe rempli du coup de différentes vitamines et autres pour l'aider de base à son effort. En général, c'est des cofacteurs du cycle de Krebs qu'on utilise avec un peu de sucre. Vous lui faites rincer la bouche comme ça. Donc il fait il gargarise un peu, il crache. Il refait dans l'instant le même effort. Et il y a des augmentations de quelquefois dizaines de pourcents de la capacité de la performance, pour le coup. Donc ça, c'est Dr Georges Boudart avait fait dans les années 80 ou 90 un article scientifique qui a été publié dans les journaux scientifiques aux États-Unis là-dessus, où il parlait du test neurogustatif et le titre de l'article c'était A New Path to the Brain, donc une nouvelle voie pour arriver au cerveau. Euh, L'hypothèse scientifique qui est là-dessous, ça serait que les papilles gustatives donc sont connectées à différents nerfs, notamment le nerf vague, qui lui va être connecté à un centre très important de votre cerveau qu'on appelle le noyau du tractus solitaire, lequel va envoyer une information à l'hypothalamus. L'hypothalamus va envoyer l'information au cortex. Et donc, vous avez tout votre système nerveux qui prend cette information et qui va faire un retour, une efférence pour le coup dans le reste de votre corps. Et c'est pour ça qu'on peut avoir, quand on trouve la bonne molécule qui va aller au patient, des changements impressionnants, que ça soit sur la douleur, si tu te rappelles, sur l'amplitude de mouvement aussi. Tu avais presque fait faire un grand écart quand même. Et du coup, il y a des changements vraiment impressionnants. Et ça, c'est pour l'aspect chimique quelque chose de très intéressant. C'est de se dire,
Parce qu'en général, on est des machines à compenser, les êtres humains. Je pense que vous le savez tous dans vos pratiques hein, respectives. Euh, Si on a réussi à survivre aussi longtemps en étant si peu, on va dire, doté d'habilités mécaniques pour survivre, on n'a pas des grandes dents, on n'a pas des grandes griffes, on n'est pas spécialement costaud par rapport à la majorité des animaux. Par contre, on a une capacité d'adaptation et de développement neurologique qui est supérieure à toutes les autres espèces. Et c'est grâce à ça qu'on peut être là où on en est. Même si sur certaines choses on involue, mais c'est pas le sujet. Dans l'idée, on a une problématique, on va compenser autour. Et très souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pour Mm. ça, quand des gens ils vous disent bah, j'ai telle problématique, bah, ça se trouve, c'est pas ça la priorité du tout, et c'est une autre problématique qu'il y a derrière. Euh, S'il y a des naturopathes parmi vous, quelque chose qui doit vous parler, par exemple, les troubles menstruels chez les femmes. Troubles menstruels, pour le coup, peut y avoir pas mal de choses qui jouent là-dessus. La capacité de détoxication du foie, la santé de la glande surrénale qui est capable ou pas de créer des hormones sexuelles, la santé de la thyroïde, la toxicité du gros intestin, pour ne citer que ces quatre-là. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces quatre trucs-là? Est-ce qu'on va soigner tout en même temps et on va donner tout plein de compléments alimentaires en se disant, voilà, tire de chevrotine, un petit peu éparse en éventail, on va forcément toucher ce qu'il faut. Mais c'est pas comme ça que ça marche la santé. Et je pense que vous avez déjà eu ça, ou même peut-être vous personnellement, vous avez testé plein de compléments en même temps dans des protocoles, et ça n'a pas eu les effets escomptés, ou ça allait peut-être un peu mieux, mais c'était pas la folie non plus. Un de mes mentors, le regretté Dr Wally Schmidt, qui nous a quittés en 2021, dit dans un de ses livres, un déséquilibre ne se règle qu'avec un autre déséquilibre. Et je trouve cette phrase géniale, parce que si vous y réfléchissez, la métaphore qu'il utilise est très bonne. Vous avez les espèces de petites nacelles comme ça, où les mecs ils nettoient les vitres. Ok? Donc de chaque côté ici, touk touk, touk touk, vous avez les cordes. Là de base vous êtes comme ça, parce qu'il y a un déséquilibre. Si vous montez juste toute la nacelle comme ça, vous êtes toujours en déséquilibre. Donc la seule façon de régler ce déséquilibre-là, hop, c'est de remonter qu'un côté et pas les deux en même temps. Et c'est en ça, du coup, qu'on peut évaluer des priorités chimiques avec les différents outils, le test neurogustatif, les tests neurologiques, les tests, on va dire, un peu spécifiques à chaque endroit, le réflexe pupillaire, les pH, des choses comme ça, pour voir vraiment qu'est-ce qui est important dans le système du patient, qu'est-ce qui est prioritaire. Ça va faire déjà que vous aurez un traitement plus efficace, votre patient dépensera moins d'argent, parce que oui, l'argent aussi, ça compte. C'est quand, quelquefois, vous devez faire des protocoles qui sont assez longs, notamment sur des pathologies auto-immunitaires, par exemple, des porosités intestinales, des neuroinflammations. Bah, si vous faites prendre 10 trucs à votre patient et qu'il y en a 8 qui sont pas prioritaires, bah, son portefeuille, pour le coup, va peut-être pas lui permettre de pouvoir suivre votre protocole. Ok. Donc il y a vraiment un intérêt à chercher à trouver toujours cette priorité et à se demander tout le temps pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et comment tu fais justement pour prioriser alors? Comment tu organises ça? Globalement, la première chose à faire, c'est prendre des paramètres. Alors déjà des paramètres subjectifs. Donc il y a des questionnaires que vous pouvez faire remplir à vos patients hein, en fonction de l'affection qu'il y a, que ça soit des choses au niveau digestif, au niveau émotionnel, pourquoi pas, au niveau physique, mécanique. Vous faites un examen clinique de base, trouvé avec de la palpation des endroits douloureux. Un des avantages de la kinésiologie appliquée aussi de la chiropraxie, c'est que on étudie des corps tout le temps. Donc, en fonction de la posture de la personne, on sait déjà quel muscle va être plus ou moins douloureux, ce genre de choses. On va vérifier tout ça, donc on palpe, on regarde s'il y a des douleurs ou pas. S'il y a des douleurs, on fait coter la douleur sur une échelle de 0 à 10 au patient. D'accord? Comme ça, on a vraiment une idée précise de à combien est-ce que c'est. On va faire des tests d'amplitude de mouvement, regarder comment est-ce que la tête du patient tourne, comment est-ce que les bras se lèvent, les jambes se lèvent, etc. En kinésiologie appliquée, on fait du testing musculaire, mais là, c'est pas le sujet de la conférence. Et on va faire éventuellement des tests, comme dit, neurologiques ou orthopédiques pour voir s'il y a des choses qui ressortent. Une fois qu'on a tous ces paramètres de base, on va voir quelle stimulation de quel système va changer le plus tous nos paramètres. Et si vous avez plusieurs systèmes qui sont touchés en même temps, vous stimulez un système et vous testez tous les autres. Par exemple, pour reprendre l'exemple que j'ai donné avant pour les syndromes prémenstruels,
euh, il y a des points de douleur dans le corps qui sont référés par rapport à tel et tel organe, hein. Donc vous palpez tout ça, ah j'ai mal là 2 sur 10, là 4 sur 10, là ceci, là cela, ok. Vous faites les tests en fonction des amplitudes de mouvement. Vous faites éventuellement des tests chimiques de base, une bandelette urinaire, un pH salivaire, des choses comme ça, une prise de tension entre debout et couché, très important, pas que couché. Vous avez tous vos paramètres de base. Maintenant, vous dites, OK, quelle stimulation de quel organe, par quel test neurogustatif, ce dont je parlais juste avant, ou quelle stimulation du système, que ce soit un massage, une pression sur une vertèbre, un point lymphatique de drainage, lequel de ces leviers-là fait changer le plus mes paramètres? Et une fois que vous avez le levier qui touche le plus de paramètres possibles, là vous êtes à peu près sûr d'être dans le vrai, parce que 100% n'existe pas. En tout cas, vous êtes le plus précis que vous ne pouvez être à l'heure actuelle avec la technologie qui est nécessaire. Parce que ça, c'est pas des choses, même avec des prises de sang hautes, vous serez jamais aussi précis que ça. C'est pas possible. Une prise de sang, ça mesure quelqu'un à un instant T qui est à jeun, sans stimulation. À part éventuellement l'angoisse de la blouse blanche. Ça dépend encore des gens. Là, on fait du live. C'est la même chose pour des imageries. Quelqu'un qui vient vous voir qui dit j'ai mal au dos. Vous regardez sur l'image, il y a rien. Lui il dit oui, ils m'ont dit j'ai rien, c'est psychosomatique. Ça, tu dois l'entendre beaucoup aussi chez toi. Alors quelquefois ça l'est, hein, très clairement. Quelquefois ça l'est. Mais quelquefois c'est juste que dans la position dans laquelle l'imagerie est faite, la personne n'a pas de symptômes. Elle n'a pas mal. Donc ça n'a pas de sens de mesurer quelqu'un dans une position où il n'a pas son symptôme. Donc c'est un jeu de piste un petit peu, hein, cette thérapeutique, c'est un peu faire Sherlock Holmes et essayer de trouver quels sont les leviers qui jouent sur le plus de paramètres et comment les modifier. Alors, va falloir les modifier d'un point de vue instantané, pour que la personne aille mieux sur le moment. Il va falloir comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tout ça qui s'est mis en place? Et c'est là où, du coup, il faut avoir des connaissances biochimiques, des connaissances neurofonctionnelles, pour réussir à comprendre comment le schéma compensatoire s'est créé et a pu amener la personne à être dans cet état-là, pour le coup. Donc, pour prioriser, en résumé, on prend nos différents paramètres, on regarde quel est le levier qu'on a qui va pouvoir modifier le plus nos paramètres. On traite le levier, on cherche à comprendre comment est-ce que le levier s'est créé, ce schéma s'est installé chez le patient. Ok. Ça me fait penser à... J'ai eu un patient qui avait des phobies multiphobiques, phobie des tunnels, phobie des autoroutes, phobie des Mhm. carwash, etc. Je me rappelle que j'étais avec lui au carwash. J'ai fait un carwash pas très loin de chez moi parce que on ne trouvait pas de racines émotionnelles, d'événements particuliers, donc c'était un peu compliqué. Il avait vraiment la claustrophobie, la phobie des ascenseurs, etc. Et donc j'étais faire une négociation avec le car wash qui était près de chez moi en disant est-ce qu'on pourrait passer plusieurs fois. C'est juste pour tester, voir un peu ce qui se passe. Et donc je l'ai accompagné. Et donc il y a plein d'éléments qui allaient mieux, mais il n'arrivait pas à aller tout seul dans le car wash. Donc je devais chaque fois être avec lui. Et lors d'un des passages, je me suis dit, mais dans le fond, il a vraiment cette peur d'être bloqué. Et je me suis demandé si c'était pas en lien avec un autre trauma qui n'avait rien à voir de prime abord, qui était Mhm. plutôt un accident de voiture. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai poussé sur son épaule, de façon à ce que son autre épaule touche la portière intérieure hein, de sa voiture, et instantanément son système a réagi, parce qu'effectivement, il avait été accidenté, et il s'était trouvé coincé, et son épaule avait été porté contre une des portières et l'autre voiture avait été enfoncée et donc il a eu très très peur à ce moment-là. Et donc il n'avait aucun souvenir des choses, donc en appuyant juste sur son épaule, la mémoire corporelle est ressortie, ce qui a permis après d'aller travailler sur le souvenir lui-même. Et effectivement, c'est un peu Sherlock Holmes quand on cherche les solutions. Timothy, je vais te demander, donc l'idée c'est que tu sois invité à un Mohamedia, notamment, et peut-être aussi en webinaire a donné des formations auprès de l'ESNM, hein, donc l'école de santé naturopathe Maroc. Euh, que- Comment ça se passe un cours, je veux dire, ou des formations que tu vas donner? Je sais qu'il y a plusieurs thématiques dont tu avais parlé, la biochimie humaine, le système digestif, la thyroïde, le stress surrénalien, enfin, tous des éléments que tu as déjà un petit peu nommés, euh, la gestion de la glycémie, le stress oxydatif. Est-ce que tu as des cours de base? Est-ce qu'il y a des cours plus avancés? Comment ça s'articule pour toi quand tu donnes ces formations? Alors effectivement, il faut déjà apprendre des bases.
faut déjà apprendre des concepts de base pour vous permettre d'évaluer correctement les gens. Ça, on peut dire que c'est un concept de base. C'est les capacités d'évaluation globale. Après, rentrer un peu plus spécifiquement dans les différents systèmes, comme pour la surrénale avec le réflexe pupillaire, ce genre de choses. Ça, c'est pour l'aspect biochimique, où après, on va rentrer dans les choses plus avancées. En fait, c'est un petit peu un puzzle. Ça veut dire que on va parler un cours sur le système digestif. Comme ça, vous avez tout un axe où vous allez apprendre des choses sur la capacité de détoxication, sur les intolérances alimentaires, sur la porosité intestinale, sur tout un tas de choses comme ça. Un autre cours sur la glycémie, mais pour le coup, la glycémie et la gestion du système digestif, ça s'emboîte. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir du coup des cours de base, on va dire, sur des thématiques, et après pouvoir faire des cours plus avancés qui vont vraiment articuler toutes les thématiques ensemble et faire un peu comme une toile, pour le coup, une toile d'araignée qui va rencontrer pour le coup toutes les thématiques et vous permettre de jongler avec, de pouvoir vous amuser avec et surtout de, encore une fois, comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tout ça et qu'est-ce qui se passe là-dedans. Ça, c'est pour l'aspect biochimique. Pour l'aspect mécanique, moi, pour le coup, je travaille énormément cet aspect-là en cabinet. Il y a vraiment euh, de base des notions anatomiques à apprendre, il y a des notions biomécaniques à apprendre, il y a des notions orthopédiques et neurologiques à apprendre aussi. Et une fois que ces bases sont acquises déjà dans les grandes lignes, là on peut commencer à réfléchir à comment un corps fonctionne, essayer de comprendre le principe des chaînes musculaires, essayer de comprendre les différents mécanismes compensatoires, on va dire classiques, les patterns qu'on retrouve souvent et essayer de voir bah, comment avec les outils thérapeutiques on gardera dans vos cadres légaux. Alors, je ne vous apprendrai pas à faire de manipulation vertébrale. Ce n'est pas au programme, je le dis tout de suite. Par contre, sans manipulation vertébrale, par des mobilisations, par du travail tissulaire profond, on peut arriver à des résultats assez similaires quand même. Ok, donc ça serait pour un aspect plutôt mécanique. Et l'aspect neurologique, pour moi, fait le pont entre tout. Ça veut dire que dès que vous faites quelque chose à quelqu'un, son cerveau fonctionne. Et s'il fonctionne plus, ça sert à rien de faire quoi que ce soit, c'est un état de mort cérébrale, ce n'est plus votre patient. Globalement, dans l'idée, faut vous dire que le système nerveux, c'est votre ordinateur central. Et c'est un peu lui qui bidouille tout. Et qu'en apprenant comment est-ce que lui il bidouille, on peut avoir des leviers, encore une fois, qui vont avoir des impacts sur tout. Si vous stimulez le nerf vague, par exemple, en faisant des gargarismes, en faisant des vocalises du ah, des choses comme ça, vous allez pouvoir avoir des stimulations profondes viscérales du plexus entérique, par exemple. Si vous avez une compression cervico-brachiale qui fait que votre patient, il a une douleur jusqu'à l'index ici, qui peut plus bouger son doigt, va faire une décompression du coup au niveau cervical, va permettre du coup au doigt de rebouger, etc., etc. Donc le système nerveux, il y en aura dans toutes les formations de toute façon, au moins un minimum. S'il y a une volonté vraiment pour certains de aller plus loin là-dedans, on peut faire des formations de neurologie fonctionnelle plus avancées. Et là, pour le coup, on rentre un petit peu dans, on va dire, euh, de la grosse complexité, qui cliniquement peut être super intéressant, mais il faut déjà avoir un bon bagage technique, on va dire, et un peu d'expérience pour pouvoir maîtriser ces outils. Donc, à la base, moi, ce que je vous propose, on mettra un doodle éventuellement, on en avait discuté, Yves, pour voir un petit peu ce qui vous intéresse, parce que le but, c'est pas que je vienne avec mes gros sabots et que j'impose des cours ou une façon de voir les choses. Le but, c'est d'avoir un partage, un échange et que ça vous serve, que ça vous intéresse, que ça vous fasse grandir en tant que personne et en tant que thérapeute, et qu'on puisse, du coup, tous ensemble, un petit peu s'élever. Euh, Dans l'idée, moi je partais sur des cours de base juste mécaniques dans des grandes lignes pour comprendre un peu comment ça fonctionne un corps humain. À côté de ça, des cours biochimiques de base, pourquoi pas pour ceux qui font de la naturopathie, qui s'y connaissent déjà un peu, des choses un peu plus avancées. Et après, en fonction de comment tout ça, ça se passe, on peut faire des choses vraiment plus complexes, où on va pouvoir jouer avec tous les outils ensemble en même temps pour réussir à vous apporter une capacité d'analyse surtout et des outils, comme dit, thérapeutiques et diagnostiques. Ok. Oui, donc il y aura un doodle qui sera organisé et proposé avec une série de thématiques. Il y aura les bases et puis des modèles plus avancés. Voilà, vous trouverez le lien du doodle ou des doodles dans les jours qui viennent
sur le site de l'ESNM, mais aussi sur le site de l'ESPEC normalement. Donc, j'ai mis dans le chat, hein, donc c'est esppec.com, esppec.com, ou auprès de Nawel par les moyens habituels. Tim, on approche tout doucement là, de la fin. D'abord, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux personnes qui assistent? Donc vous pouvez à nouveau les faire soit via le chat, soit vous ouvrez le micro tout simplement, et alors on vous entend les poser, c'est comme vous voulez. Je remercie aussi Saad qui témoignait qu'en tant que psychomotricien, quand il habitait au Sénégal, il jouait au poker en amateur, il utilisait les micro-mouvements, les micro-expressions pour repérer donc les faiblesses des adversaires. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que Timothy a présenté? Oui? J'ai entendu un bruit, mais je ne sais pas si c'était involontaire ou volontaire. C'est Hicham. Je ne sais pas si c'est parce qu'il veut prendre la parole. Non, il a coupé. Ok, donc vous n'avez pas de questions? Ah voilà, merci Karim d'avoir mis tout ça. Donc Karim, il faut organiser le doodle absolument, hein, donc il faut qu'on en parle. Si tu ne sais pas comment faire, on regardera ça demain si tu veux. Tu m'appelles à midi. Donc midi Maroc. Ok, voilà. Donc il y a les sites qui ont été mis dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions C'était très particulières? clair, soit je les ai assommés. Voilà. Alors, Timothy, est-ce que tu veux encore dire quelque chose? Moi, je te remercie en tout cas déjà d'avoir bien voulu consacrer un peu de ton temps, surtout que tu es un jeune papa, et donc j'ai vu passer Tout à la fait. jeune maman en arrière-plan, donc tu la salueras de notre part, ainsi Je que, n'y manquerai pas. ainsi que Lita, ta petite pupusse. Euh, voilà, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais encore rajouter par rapport à tout ça? La seule chose que je rajouterais, c'est déjà merci du coup Le à vous SNM. de m'avoir reçu. J'ai hésité entre ENSM ou alors les specs. Ouais, c'est ESNM. Et puis, ESNM, ouais. mais tu t'y feras, hein, tu t'y feras. Moi, je m'y suis fait, donc il n'y a pas de raison. Normalement, cognitivement, ça devrait rentrer Oui, sans oui, trop de oui. Je problème. te ferai une petite interro avec du tapping en plus pour vérifier. Exactement, pour être sûr que ça soit bien ancré dans le système. Parfait. Non, merci à vous de votre présence, de votre temps. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous aura apporté quelques petites perles au niveau au moins de la réflexion. J'espère aussi que pour le coup, on va pouvoir faire des choses sympas ensemble et faire en sorte de développer un petit peu tous vos curiosités, vos connaissances et faire en sorte que vous deveniez vraiment des thérapeutes d'exception, à n'en point douter que vous êtes déjà sur la bonne voie. Merci Tim. Alors je rappelle aussi qu'il y a d'autres conférences qui ont été programmées par rapport à toute la partie psychothérapie, etc. Donc sur le site de l'ESPEC, hein, esppec.com, il y a les conférences déjà passées qui sont présentes, mais il y a également un agenda de toutes les nouvelles conférences. La prochaine aura lieu ce samedi à midi heure du Maroc et c'est sur l'attachement systémique. Donc il y a déjà eu plusieurs conférences sur les blessures d'attachement. Là, ça sera l'attachement systémique, donc en lien avec la famille notamment. Et voilà. Et donc, au niveau des formations, Rania, il y aura les deux. Il y aura formation en ligne et peut-être aussi en présentiel éventuellement. Donc, vous avez au-dessus les liens de esnaturopathie-maroc.com et esppec.com. Voilà. Merci Karim d'avoir mis la conférence de l'attachement. Donc, vous pouvez toujours contacter les specs ou le SNM, j'y arriverai, et comme ça, vous avez des informations. Vous avez aussi une page ou des pages sur Facebook. Pensez à vous inscrire, comme ça, vous avez les informations. Tim, je te remercie encore très fort. Merci aussi à tout le monde d'avoir bien voulu assister à cette conférence. Et puis à très très bientôt, j'espère. Et Timothy, nous, on se voit tout bientôt. Je pense que c'est demain. On va se croiser. Demain 17h, il me semble. Voilà, oui, tu viens chez moi. Donc, il passe entre mes douces mains. Dis pas tout, dis pas tout. Non, je ne dirai pas tout. Ok, donc je vous souhaite une belle soirée. Choukran, bonne fin de fête aussi, hein. C'était la fête de l'Aïd, si je ne m'abuse. Bientôt, Oui, Edmar Mabrouk à jour tous. 2, donc voilà. Donc à tout bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.
Voilà, donc je coupe, hein. Bisous.